Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vous êtes formidables. Ce matin, on vous propose une émission spéciale autour d'Octobre Rose, le mois dédié à la prévention et à la lutte contre le cancer du sein. Partout en France, ils sont des milliers à se mobiliser. Tour d'horizon, des initiatives formidables dans notre région. Et avec nous, pour en parler, docteur Cécile Bendavid-Attias, bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue spécialisée dans la chirurgie du sein, en cancérologie et reconstruction. 17 ans, vous accompagnez les femmes atteintes de cancer du sein. L'occasion aussi d'évoquer les actions de l'association Sénopole-Sévigné dont vous êtes présidente. Fanny Roux, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du comité départemental de la Ligue contre le cancer d'Ille-et-Vilaine. Vous reviendrez sur la mobilisation des Brétiliens tout au long de ce mois. Alexandre Corbel, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant en activité physique adaptée. Vous nous expliquerez les enjeux du sport quand on traverse l'épreuve d'un cancer et comment il s'adapte à toutes les pathologies. Et enfin, Anne-Cécile Estève, bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe. Vous avez réalisé une trentaine de portraits de femmes qui ont subi une ablation du sein suite au cancer. Vous nous raconterez comment cette expérience aide aussi à la réparation. Nous sommes ravis de vous accueillir. Bienvenue à tous les quatre. Alors, chaque année, Octobre Rose, c'est la mobilisation générale pour la lutte contre le cancer. Mais pour la plupart d'entre vous, c'est une lutte de tous les instants, toute l'année. Tout de même, ça représente quoi, docteur Bendavid-Attias? Ce mois rose? Oui. Ça représente une mobilisation effectivement de milliers de personnes, des différentes associations, même si effectivement on est en rose toute l'année. Mais un mois où on reparle quand même un petit peu de l'importance du dépistage, ce qui me semble être plus important, et puis aussi des prises en charge, de l'espoir, des difficultés aussi. C'est toujours important pour vous qu'on marque le coup quand même chaque mois d'octobre? Je pense que personnellement on le marque plus régulièrement dans l'année. Je pense que ça, c'est important. Mais c'est ainsi. Et donc, c'est important, oui, qu'on soit présent sur ce mois d'événements. Alors, j'imagine qu'à la Ligue contre le cancer, c'est aussi beaucoup de travail, ce mois Octobre Rose. Combien de temps prépare-t-on une telle mobilisation ? Alors c'est vrai, je rejoins ce que dit le docteur Bendavid, on ne commence pas le mois d'Octobre Rose au mois d'octobre. C'est un travail de longue haleine et qui commence dès le mois de juin. En fait, on invite vraiment les personnes qui souhaitent se mobiliser pour le mois d'octobre à nous contacter dès le mois de juin, parce qu'il y a tout un travail de coordination, d'organisation, de planification aussi, pour pouvoir mobiliser un maximum de personnes sur le territoire. Je pense notamment à nos bénévoles qui, après, se rendent sur l'ensemble des événements pour lesquels on nous a sollicités, pour tenir des stands, pour informer, pour sensibiliser, pour parler aussi des actions plus larges de la Ligue contre le cancer à l'attention des personnes malades d'un cancer du sein, mais aussi de tout type de cancer, et de leurs proches également. Et justement, est-ce qu'il y a d'autres cancers qui bénéficient d'une telle exposition médiatique ? Moins, c'est vrai qu'Octobre Rose aujourd'hui, et en tous les cas, toutes les actions autour du cancer du sein sont celles qui sont les plus médiatisées, qui sont évidemment aussi un prétexte de parler des cancers en général. Il y a d'autres actions dans l'année et des dates qui sont phares. Je pense notamment à Mars Bleu sur la prévention et les promotions des dépistages contre le cancer colorectal. Et puis, voilà, d'autres dates. On vient de quitter Septembre Or pour la lutte contre les cancers pédiatriques. Voilà, il y a des dates marquantes comme ça qui peuvent rythmer toute l'année, en effet. Aujourd'hui, docteur, on parle de combien de femmes qui sont concernées par le cancer du sein, que ce soit en France ou en Bretagne, si vous avez des chiffres? Alors aujourd'hui, sur le plan national, c'est à peu près 58 000 nouvelles femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein. C'est un chiffre qui est plus stable depuis quelques années, probablement lié aussi au dépistage. Ce qu'il faut aussi peut-être retenir, c'est que le taux, par contre, on arrive à soigner quand même de plus en plus de femmes. Grâce à l'apologie des traitements qui sont sans cesse en évolution, et puis encore une fois du dépistage qui permet de prendre en charge plus précocement les... Le docteur le disait tout à l'heure, l'objectif principal d'Octobre Rose, c'est la prévention, le dépistage. Comment vous faites passer ce message tout au long de ce mois? Ça passe par quoi?
Ça passe par une formation, en effet, de nos bénévoles en interne, soit par les salariés, ou soit aussi en faisant venir un médecin, notamment du CRCDC, qui vient former les bénévoles aux messages de prévention à dédier tout au long du mois. Et puis après, à nouveau, c'est vraiment tout ce travail de maillage territorial avec les mairies, avec les associations du territoire, et qui nous permet de nous déployer au plus près, je dirais, des personnes qui sont plus éloignées des systèmes de santé. Parce que finalement, les femmes qui ont un suivi régulier sont assez sensibilisées. Donc l'idée, c'est d'aller vraiment toucher les personnes qui sont un peu plus éloignées et d'aller, en effet, sur les petits villages, les petites communes, comme les grandes villes également, quoi. Ça veut dire qu'en octobre, les femmes se dépistent plus que le reste de l'année ou pas ? Alors ça, j'ai envie de me tourner vers le docteur, je dirais non. Après, alors, il y a le dépistage radiologique et puis il y a l'autopalpation, dont on parle aussi de plus en plus et qu'on essaye aussi de sensibiliser les femmes à ça. Alors, le dépistage radiologique, après, c'est la difficulté des fois de prendre les rendez-vous. Il ne faut pas se le cacher. Donc, je ne suis pas sûre qu'en octobre, c'est déjà plein depuis 6 mois. L'autopalpation, par contre, effectivement, et les jeunes, parce qu'en fait, le dépistage touche les femmes de 50 à 74 ans. Mais il y a malheureusement des femmes beaucoup plus jeunes qui sont atteintes d'un cancer du sein. Et du coup, c'est souvent dépisté à l'autopalpation. Donc, on essaye de plus en plus de sensibiliser. En tout cas, comme partout en France, les Bretons et les Bretonnes se mobilisent. Illustration à Ploumagoire, dans les Côtes-d'Armor, où une marche était organisée. On regarde. La vie en rose version Zumba, elles sont 5500 prêtes à courir ou marcher pour la bonne cause, comme si toute la population de Ploumagoire était réunie sur la place du village. Entre 2 séances d'échauffement en musique, des femmes viennent également témoigner à la tribune. Laurence était là pour la première édition en 2013. À l'époque, elle venait d'apprendre qu'elle souffrait d'un cancer aux 2 seins. C'était hyper dur pour moi de venir, c'était même douloureux parce que je voyais toutes ces femmes en rose et j'étais pas sûre de m'en sortir. Donc c'était douloureux. Aujourd'hui, je suis pleine de vie. Je dis pas que je m'en suis sortie parce que je suis encore très très suivie. Mais c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. C'est hyper différent d'il y a 10 ans. L'espoir, c'est le maître mot de ce rassemblement. Qu'importe le chronomètre, l'essentiel, c'est de participer. Pour être avec toutes les femmes qui se battent en ce moment et on est avec elles. Voilà, on va aussi montrer, nous, ce qu'on peut faire. On est solidaires. Voilà, c'est parti. Allez, bonne course et bonne marche, mesdames. Un retour sous le soleil après 2 ans d'absence pour cause de crise sanitaire. Mais les bénévoles n'étaient pas restés inactifs pour venir en aide à la lutte contre le cancer. En 2020, nous avons remis 40 000 € au total. En 2021, toujours avec cette crise sanitaire, nous avons remis 30 000 € à la Ligue. Et cette année, on va faire un record puisqu'on va remettre plus de 50 000 € à la Ligue. Donc on peut être que fiers. Merci à toutes ces femmes qui du coup se rassemblent aujourd'hui. Toutes générations confondues, comme ces sœurs jumelles venues courir avec leur mère. Moi j'étais là pour venir aider les femmes qui ont un cancer du sein. En leur donnant de l'argent, ça se trouve, elles auront plus de chances pour vivre. Rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine et qui sait, pour battre un nouveau record de dons. Voilà pour cette initiative costarmoricaine. Je crois qu'il y avait aussi une opération Zumba en Ille-et-Vilaine. Je crois que ce week-end était très sportif avec de la Zumba, du yoga et plusieurs courses et marches aussi sur 6 communes d'Ille-et-Vilaine. Au total, c'est combien d'événements qui sont organisés en Ille-et-Vilaine Je dirais qu'on a entre 50 et 60 événements sur le territoire. Et alors, à la fois des actions comme ça de mobilisation, de sensibilisation, et puis aussi des actions de collecte de dons aussi sur cette période qui sont vraiment mobilisées par des initiatives associatives aussi qui reversent à la Ligue après les bénéfices de leurs actions. Alors aujourd'hui, cette sensibilisation, elle prend plusieurs formes. Docteur Ben David Atiès, avec l'association Cénopole Sémilieu, dont vous êtes présidente, vous proposez carrément un défilé ce 19 octobre. Tout à fait, oui. On a eu cette initiative qui est venue
à travers des échanges, une rencontre. Et en fait, c'était aussi dans l'idée, au sein de l'association, on est un groupe de femmes intervenantes, motivées et vraiment investies dans l'accompagnement des femmes qui ont un cancer du sein, que ce soit au moment de l'annonce, pendant leur traitement ou au décours, et enfin, surtout en fonction de leur temporalité. Et on est toutes formées à l'éducation thérapeutique patient. Et ce défilé, en fait, était aussi l'occasion d'accompagner un groupe de femmes. Donc, elles sont 10 femmes. Ouais. À travers plusieurs ateliers d'éducation thérapeutique sur l'image corporelle, la confiance en soi, l'assertivité. Et le défilé mercredi soir va être pour elles effectivement un aboutissement et l'occasion très probablement d'un dépassement de soi, de ce... Et c'est un sacré défi pour ces femmes. Ah, c'est tout à fait un défi. Il y aura plus de 100 personnes pour les porter aussi et les accompagner. Un défi, je crois que c'était aussi l'occasion de partager des choses aussi avec d'autres femmes. Et puis, je crois qu'elles ont aussi envie de véhiculer et puis des images. Peut-être ce qui est intéressant à expliquer, c'est tout le travail de fond, justement, pour arriver jusqu'à ce défilé. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment on prépare ces femmes-là? C'est plus qu'un défilé, en fait. C'est exactement ça. C'est une aventure. Hein. C'est une aventure humaine qui nous semble être essentielle. Et pas qu'un soir. Donc, en fait, on a proposé à 10 femmes qui ont... toutes rapidement accepté de participer. Et ensuite, donc on est 2 intervenants du Cénopole à surtout orchestrer ces ateliers, dont Catherine Bassereau, qui est sexologue clinicienne en sexo-corporel. Et là, c'est aussi important de commencer à parler de la sexualité et de la santé sexuelle dans le cancer. Et donc, on a préparé, on les a toutes vues d'abord... une à une, j'imagine. Une à une, tout à fait, en entretien individuel. Et puis ensuite, on a programmé donc 3 ateliers. Et à chaque fois, on faisait des exercices, des animations où on les mobilisait elles-mêmes. Et puis, ça a permis de créer une vraie cohésion entre elles. Et, ça matchait tout de suite. Oui. Et justement, c'est aussi de dire qu'il y a une approche multidisciplinaire aujourd'hui pour accompagner ces femmes. Par exemple, à l'association Cénopole-Sévigné, c'est combien de corps de métier qui gravitent justement pour accompagner ces femmes? Alors aujourd'hui, on est 6. Donc il y a donc Catherine Bassereau qui est sexologue clinicienne. On a Christine Esberbonnier qui est sophrologue. On a Fanny Bourris qui est masseur kinésithérapeute. On a Stéphanie Duval qui est réflexologue plantaire. Et puis, on a la chance aussi d'avoir Géraldine Giboire qui est patiente partenaire, qui fait partie intégrante de cette équipe et qui est là aussi pour accompagner ces femmes, apporter un soutien de pair à pair, un soutien que nous, on ne peut pas toujours donner. Et c'est ça aussi aujourd'hui, Octobre Rose, c'est mettre en lumière ces femmes. Elles prennent davantage la parole, vous trouvez, Fanny Rowe, aujourd'hui? Oui, en tous les cas, c'est essentiel de leur donner cette place-là, parce que le regard de la société pourra changer sur cette maladie en donnant la parole aux patientes, qui sont les meilleures ambassadrices en fait, pour parler de l'évolution des parcours aussi, des réussites thérapeutiques, et puis de cette place dans la société qui est parfois compliquée à trouver ou à retrouver, notamment dans cette temporalité de reprise d'une activité professionnelle après un arrêt longue maladie. Donc c'est essentiel ce travail, et je trouve que ce qui est formidable dans ce travail de groupe, c'est vraiment cette force du collectif pour trouver des réponses individuelles dans un parcours qui est différent d'une femme à l'autre. Ça veut dire aujourd'hui aussi qu'on est capable d'apporter peut-être des réponses plus personnalisées, des parcours de soins où les femmes sont davantage actrices? C'est ce qu'on essaye en tout cas, effectivement, parce que toute personne a les ressources en soi. C'est évident, mais après, je pense qu'on peut se sentir démuni et peut-être qu'effectivement, ces parcours d'éducation thérapeutique, c'est aussi là pour faire appel à leurs propres ressources et trouver des solutions à certains mots MMX. Gagner du terrain face à la maladie, ça passe aussi par le sport. Alexandre Corbel, vous enseignez donc en activité physique adaptée. Peut-être juste comment le sport peut-il faire la différence, que l'on soit avant, après et
pendant le traitement? Ça, c'est à plusieurs niveaux. On sait que les traitements vont avoir un impact sur la masse musculaire, il va y avoir une fatigue qui va s'installer. Tout ça, ça crée un véritable cercle vicieux. Et l'activité physique, ça prend tout son rôle. Ça permet aussi de lutter contre cette fatigue, de lutter contre ce... Alors, on ne vous entend pas. Je vous donne le micro. Voilà. Allez-y. Alors, ça permet de lutter contre cette perte de masse musculaire, contre cette fatigue que les personnes peuvent ressentir. Et ça permet aussi, en quelque sorte, de se réapproprier son corps, reprendre confiance en ses capacités. Alors justement, vous nous avez apporté quelques photos, l'une de votre dernière séance de sport, avec des femmes. Comment s'organise une séance? Racontez-nous un petit peu les coulisses. Alors, dans une séance, on a plusieurs moments. On a l'échauffement, on a les différents exercices spécifiques en fonction des besoins de chacun. Du travail de mobilisation au niveau des membres supérieurs. Voilà, on a du travail de renforcement aussi des membres inférieurs. Des exercices qui vont plutôt faire travailler la fonction cardio-respiratoire. C'est vraiment assez varié et essayer de répondre aux besoins de chacun du mieux possible. Ce que vous dites aussi, c'est qu'en fonction de chaque pathologie, on peut toujours s'adapter, toujours trouver des exercices qui vont aider. C'est vraiment le message à retenir, c'est qu'on peut tout faire à partir du moment où c'est adapté à nos particularités et à nos besoins. Et ces femmes qu'on voit à l'image, elles viennent de leur plein gré ou est-ce que souvent elles sont orientées par des professionnels ? Alors ça dépend, les dames peuvent être orientées, on peut les diriger vers la Ligue ou d'autres associations et après elles peuvent aussi venir par le bouche à oreille, se dire effectivement ça peut être quelque chose de bénéfique pour moi et donc à partir de ce moment-là elles viennent. Alors, quand je vous ai appelé pour préparer cette interview, vous avez insisté sur un mot, la fatigue, qui est évidente quand on est malade, mais qui peut aussi vite entraîner un cercle vicieux. C'est quoi le message pour vous aujourd'hui ? Alors, c'est capital, c'est-à-dire que ça peut être un petit peu contre-intuitif. C'est que généralement, quand on est fatigué, on va avoir tendance à venir se reposer, on perd énormément en masse musculaire. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas se reposer, pas du tout, mais en tout cas, le message à retenir, c'est que pour lutter contre la fatigue liée au cancer, il faut se mobiliser, il faut bouger. Ça passe par du renforcement musculaire, mais par tous les autres soins de support aussi qui sont proposés. Et c'est vraiment le message à retenir, c'est qu'il faut se mobiliser et ça permet de lutter contre la fatigue. Docteur Ben David Attias, ça c'est vraiment une évolution que vous constatez, vous, cette place que prend le sport aussi dans le parcours de soins? Oui, tout à fait. Ouais. Ça fait une dizaine d'années maintenant que le sport commence à rentrer dans le schéma thérapeutique. Et on a senti une évolution très intéressante et importante. Et aujourd'hui, ça fait partie vraiment du schéma thérapeutique patient. C'est-à-dire qu'on leur propose très souvent un accompagnement à pas pendant les traitements. Et quand on les interroge, moi j'en parle beaucoup, j'étais vraiment sensibilisée à ça très tôt, eh bien on ressent bien qu'elles ont effectivement moins de fatigue, moins de douleur aussi. C'est les deux symptômes qui gagnent, qui évoluent essentiellement favorablement avec l'activité physique adaptée. Pas en fonction de chaque femme, mais ou de chaque homme. Et j'imagine aussi que ça joue aussi sur le mental. Vous devez les voir évoluer de séance en séance. Oui, tout à fait. Et puis on a aussi l'effet groupe, puisque là on les prend en séance de groupe et c'est vraiment un effet. Ça permet de se retrouver, de discuter, ça motive. Donc ça joue aussi un rôle important. C'est peut-être un aspect que l'on connaît moins de la Ligue du cancer, parce que des professionnels comme Alexandre, c'est vous aussi qui les fédérez. C'est quoi ce travail en sous-main qu'on n'imagine pas quand on est de l'extérieur, justement, Fanny Hérault ? C'est vraiment un des axes importants de la Ligue contre le cancer. Donc il y a toute cette partie de prévention et de promotion des dépistages, mais il y a toute la partie accompagnement des personnes malades et de leurs proches, avec notamment des lieux d'accueil et un lieu d'accueil physique basé à Rennes qui propose tout un panel de soins de support. Et également, depuis mars dernier, un dispositif qui a été lancé sur l'ensemble du territoire d'Ille-et-Vilaine qui s'appelle Proxy League et qui permet à des professionnels de soins de support d'intervenir directement au domicile des personnes
ou en tous les cas d'offrir aux personnes malades et à leurs proches, j'insiste, la possibilité de bénéficier de soins dans un rayon de 20 km environ. Donc, c'est aussi une autre forme d'engagement. Ouais. Et aujourd'hui, on travaille avec 120 prestataires sur l'ensemble du département. Et puis, on commence à être connus aussi, on est assez bien connus d'ailleurs des autres associations qui en parlent également pour, j'imagine, pour prolonger aussi l'accompagnement qui peut être proposé au Cénopoles, par exemple. On crée un réseau. Tout à fait. C'est ça, une petite toile d'araignée qui se tisse. Essentiel. Alors, je le disais tout à l'heure, on le voit chaque année, les femmes qui sont atteintes du cancer n'hésitent plus à témoigner. Gwenaëlle Lequinf nous a raconté son histoire. Elle a écrit un livre sur cette épreuve. Elle nous raconte, regardez. Émilienne rompt le silence. Tu sais, Julie, un cancer, ça peut être dramatique, mais ça peut être aussi une renaissance. C'est à toi de choisir. Le souffle de la salamandre raconte l'histoire de Julie, aide à domicile, touchée par un cancer du sein. Un récit fictif inspiré du vécu de l'auteur. Dans ce premier roman, Gwenaëlle Lequinf a à cœur de lever les tabous autour de la maladie. Quand on annonce qu'on est malade d'un cancer, on a beaucoup de regards autour de nous, des têtes d'enterrement, j'ai envie de dire. Alors que oui, c'est une maladie grave, évidemment, c'est pas à prendre à la légère, mais tant qu'on n'est pas mort, on est vivant. Et du coup, je trouve que souvent le cancer, il est traité de manière... ça part très souvent dans le pathos. On montre le côté larmoyant. Et moi, j'avais au contraire envie de montrer qu'une maladie, ça peut être aussi l'occasion de réinterroger sa vie, que ça peut être l'occasion de revenir à l'essentiel. Julie, l'héroïne, entame alors un voyage initiatique intérieur, au contact de la nature, guidée par Émilienne, une femme centenaire. À mon échelle d'humain parmi les humains, j'ai l'impression d'être à l'étape de chrysalide. En pleine mutation, je ne sais pas ce qui va éclore. Je me contorsionne pour me défaire de l'ancienne peau, trop étroite, trop terne. Quand on est rentré dans cette urgence de vie à cause de la maladie et qu'on ne sait pas encore combien de temps ça va durer, cette vieille peau, on ne peut pas la laisser nous bloquer les ailes en fait. Nos ailes, elles ont besoin de s'ouvrir, on a besoin de vivre pleinement. Du coup, c'est faire tomber tout ce qui n'a plus lieu d'être. Avec une écriture à la fois sensible et sans détour, Gwenaëlle Lequinf livre sa rage de vivre, un souffle de vie et d'énergie. Voilà, pour ce portrait de Gwenaëlle Lequinf, vous avez le sentiment que les femmes témoignent davantage, docteur David Benatias, ou pas ? Davantage, je ne sais pas, mais en tout cas, elles témoignent beaucoup. Ouais. Et ce que j'entends à travers le discours et probablement le livre de Gwenaëlle, Lequinf, ouais. C'est effectivement cette renaissance. Et en fait, il y a aussi quelque chose qui peut être positif dans cette épreuve, comme dans toutes les épreuves, mais entre autres dans celle-ci, qui se découvre souvent pas à pas chez les femmes. Et c'est effectivement des priorités qui vont changer. Elles en tirent souvent quelque chose de positif. Et à la fin du parcours, alors on ne parle pas de l'après-cancer qui peut être très difficile, quand les priorités ont changé, souvent liées à leur mode de vie, leur intensité de quotidien, eh bien, elles mettent un peu plus de place pour elles. Et souvent, c'est finalement quelque chose qui est assez positif, et c'est ce qu'on entend aussi dans le livre. Et on va parler dans quelques instants de l'après-cancer, mais Gwenaëlle Lequinf évoque aussi les tabous pendant le moment où on vit cette épreuve-là. C'est quoi ces tabous qui reviennent souvent en consultation ou dans le vécu des femmes? Alors, je pense que les tabous sont surtout dans l'après-cancer, où effectivement, quand les traitements s'arrêtent, les traitements en tout cas qui nécessitent des déplacements dans des établissements de santé, type chimiothérapie, radiothérapie, s'ensuivent l'hormonothérapie qui est plutôt en off, parce que c'est un comprimé qu'on prend à la maison, mais qui néanmoins a pour autant beaucoup d'effets secondaires. Et là, Alexandre pourra aussi probablement en reparler. Et c'est justement le regard de l'extérieur et même des proches, où on a l'impression que le cancer c'est fini, maintenant il faut reprendre une vie normale. Bien non, il y a un avant, il y a un après déjà, dont elles prennent conscience finalement, peut-être à ce moment-là.
Et puis, il reste des difficultés, des difficultés de fatigue, de douleur, de concentration, de confiance en soi. Et là, du coup, je pense qu'elles se sentent isolées, seules. Enfin, c'est une période qui est compliquée. Donc peut-être que les tabous sont là, à savoir que il y a une incompréhension, en tout cas, de l'extérieur. Comme le disait le docteur Ben David Attias, on ne mesure pas non plus les effets secondaires du traitement, des médicaments. Oui, tout à fait. Et c'est surtout que des fois, c'est pas des effets secondaires visibles en fait de l'extérieur. Et c'est ça, je pense, qui est aussi dur à vivre pour ces personnes-là. Et donc c'est pour ça que c'est important de les prendre en compte et de proposer des prises en charge adaptées aux problématiques de chacun.